Alors, bonjour à toutes. Le sujet du webinaire, j'allais dire de la formation, mais c'est plus un webinaire atelier qu'on va avoir ensemble. C'est vraiment sur la question de la vision au cœur de l'entreprise. Donc, on va voir ce que c'est la vision, puis l'approche que je vais vous apporter par rapport à cette vision-là. Ensuite, comment ça se décline dans une mission et le pont avec aussi les valeurs. Oh, voilà. Donc, mon intention, c'est vraiment de vous permettre de vous reconnecter au sens derrière votre entreprise. Comme l'a dit si justement Stéphanie, c'est sûr que quand on démarre une entreprise, un projet, on se pose dès le départ ces questions-là de vision, mission, valeur. Et puis, ce qu'on observe, c'est que on les a fait au début, puis à travers le temps, soit on les a un peu mis de côté, on a oublié. Donc, c'est toujours bon de faire un retour par rapport à ça. Et effectivement, avec la crise qu'on traverse, ça nous amène à nous poser énormément de questions. Est-ce que je suis toujours à la bonne place? Est-ce que ce que je fais avec mon entreprise, ça a toujours du sens? Est-ce que j'ai encore l'énergie pour continuer? Et de se reconnecter justement à cette vision, cette mission-là, et puis ces valeurs, c'est aussi ça qui va être porteur d'énergie pour soit vous réaligner, vous renouveler, ou alors continuer, mais en étant convaincu que c'est la bonne chose pour vous. Donc, c'est vraiment un retour vers soi que je vais vous permettre de faire. Donc, on va y aller. Alors, je vais enlever le... Ok, excusez-moi, là, je suis en train de remarquer que j'ai mon chat qui est sur mes notes. Donc, donnez-moi un petit instant. Je vais enlever le chat, Stéphanie, parce que je ne peux pas voir le chat et en même temps ma présentation. Donc, on va y aller vraiment en 4 étapes. Donc, une courte introduction. J'aimerais vous présenter un modèle de leadership que j'aime beaucoup. Et ensuite, on va avoir une section donc, sur la vision, une section sur la mission, sur les valeurs. Ce qui est important de savoir, c'est que ce webinaire ici, donc, je vais vous amener la théorie, les questions à vous poser, que vous allez ensuite pouvoir faire chez vous. Donc, en fait, toute la réflexion, vous allez prendre le temps de la faire à la fin de ce webinaire-là ou dans les prochains jours. Et nous aurons une autre session de questions dans 2 semaines. Je pense qu'on avait déterminé avec Stéphanie. Donc, à ce moment-là, je pourrais répondre à vos questions pour aller encore plus loin. Donc, n'hésitez pas dans 2 semaines à revenir pour avoir une deuxième phase. Qui je suis? Donc, je m'appelle Olivia Commune, je pense que vous l'entendez, je suis française d'origine. Je suis arrivée au Québec en 2002 avec mes parents. J'ai en fait étudié mes études universitaires ici à Montréal. J'ai fait un bac, une maîtrise en marketing et j'ai commencé à travailler chez Infopresse, qui est un média qui est spécialisé en communication marketing. Donc, c'était vraiment la voie que je m'étais tracée. Et après la naissance de mes enfants, j'ai 2 enfants, je me suis pas rendu compte, mais en tout cas, j'ai accepté ou finalement, oui, accepté que ce qui me passionnait dans la vie, c'était vraiment l'accompagnement des humains plutôt que le marketing. Donc, je suis allée me former en coaching et j'ai démarré en 2015 mes activités sous mon entreprise, qui est vraiment de l'accompagnement à travers du coaching, de la formation, de la facilitation. Et ma vision, c'était vraiment de contribuer à un monde des affaires où tout le monde, en fait, s'épanouit et contribue à la mesure de son plein potentiel. Ce que je remarquais, c'est que souvent dans les entreprises, les gens ne sont pas heureux, ne sont pas forcément à la bonne place. Et moi, j'ai vraiment cette vision-là que le travail, c'est un lieu d'épanouissement et que tout le monde devrait pouvoir contribuer à son plein potentiel. Et ma mission aujourd'hui, c'est de rendre les entreprises plus humaines et les humains plus entrepreneurs. Petite introduction, puis j'aime beaucoup les citations, donc vous allez voir, il y en aura une à chaque début de section. Pour moi, un leader, c'est vraiment une personne qui s'engage pour créer un monde auquel on a envie d'appartenir. Et en tant qu'entrepreneur, c'est d'autant plus vrai. À travers votre entreprise, vous créez quelque chose et c'est aussi pour contribuer au monde de demain. Donc, c'est vraiment le propos de cet atelier, c'est quel est le monde auquel vous avez envie d'appartenir et surtout quel est le monde que vous voulez créer. Parce que ce qu'on observe, puis c'est encore plus vrai aujourd'hui avec le Covid, c'est qu'on a clairement un changement de paradigme. La façon dont le monde des affaires opérait auparavant ne fonctionne plus. On a une démobilisation des employés, on a une remise en question du monde des affaires, des valeurs, de la croissance à tout prix. Donc, ça amène des grosses réflexions sur comment cela devrait être demain. Et le nouveau modèle de leadership dont je vous parlais, c'est vraiment un modèle qui est sur l'alignement de la tête et du cœur. Et c'est grâce à ça, finalement, que le courage de changer émerge.
Le leadership de tête, c'est celui sur lequel s'est reposé énormément le monde des affaires jusque, je dirais, dans les années 2000. Il y a eu un changement au début des années 2000, puis ça continue de s'opérer. Mais ce leadership de tête, c'était un leadership qui était exclusivement basé sur l'intellect, sur l'analyse chiffrée, sur les objectifs métriques, etc., qui sont extrêmement importants, ça c'est clair, mais ça ne peut pas être que ça. Et aujourd'hui, ce qu'on amène comme autre aspect du leadership, c'est le leadership de cœur, qui est le leadership de la contribution, du collectif. Comment je contribue, comment je fais en sorte que chacun se retrouve dans la proposition que j'ai à travers mon entreprise. Comment je donne la place aussi à l'autre. Donc, on est vraiment dans quelque chose du collectif et c'est ce qu'on appelle le leadership du cœur. Et ce qu'on observe à travers les modèles de développement humain, mais aussi en organisation, c'est quand la vision du cœur puis la vision de la tête sont arrimées, donc travaillent ensemble plutôt que d'être en opposition, automatiquement, il y a vraiment un courage qui monte finalement, puis notre corps a envie de rentrer dans l'action et de changer les choses. Et aujourd'hui, à travers tous les changements que la situation du Covid nous amène, on n'a plus le choix justement de se reconnecter à tête et cœur, ou cœur d'abord et tête ensuite, pour avoir le courage de changer. Et donc, tout l'atelier qu'on va avoir ensemble, on est vraiment davantage sur le côté cœur. Alors, on commence maintenant avec la vision. Donc, je commence encore une fois avec une citation de Carl Jung, qui est, je pense, une de mes citations préférées, qui dit que votre vision ne devient claire que lorsque vous pouvez regarder dans votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et comme je vous le disais, toutes les questions que je vais vous apporter pour lesquelles vous allez pouvoir réfléchir en fait à la fin de l'atelier, c'est vraiment pour vous permettre de regarder à l'intérieur, puis de regarder qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui fait sens pour vous et comment vous avez envie de mettre ça au cœur de votre entreprise. Donc, je le disais, c'est vraiment le cœur. Pour ça, j'ai envie de vous faire petite explication de Simon Sinek. Est-ce que certaines d'entre vous, j'imagine, connaissent Simon Sinek? Pour celles qui ne le connaissent pas, en fait, Simon Sinek, c'est un consultant, aussi conférencier, j'ai envie de dire même des fois motivateur, mais il réfléchit énormément à la question du leadership et du management dans les organisations. Il est très reconnu pour avoir donné un TED Talk qui est parmi les plus vus sur la plateforme, qui est sur The Power of Why. Et lui, ce qu'il explique, c'est que finalement, les gens, quand ils achètent vos produits, vos services, ils n'achètent pas vraiment ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. So people don't buy what you do, they buy why you do it. Ils achètent pour le sens et l'intention que vous avez derrière votre produit et votre service. Il va même jusqu'à expliquer que, de manière générale, les organisations ont tendance à, quand elles font de la communication, se méprendre et à faire une communication qui commence à expliquer le quoi. C'est quoi qu'elles font ou c'est quoi le produit. Le comment, c'est comment elles le font, etc. Et le why en tout dernier. Et ce qu'il explique, c'est que en fait, c'est totalement l'inverse que l'on devrait faire. C'est d'abord communiquer sur le why, le sens, le pourquoi. Ensuite, le how et le what. Pourquoi il explique ça? C'est parce que au niveau du cerveau, quand on parle du why, donc le pourquoi on fait ce qu'on fait, pour qui on fait ce qu'on fait, on génère une émotion. Et c'est cette émotion qui va ensuite amener l'individu qui vit cette émotion-là à porter un comportement. Quand on est à communiquer juste sur le what, en fait, on parle au cerveau rationnel, qui est le néofrontal. Et ce cerveau rationnel-là, il est dans l'analyse, mais ce n'est pas lui qui amène le comportement. Si vous voulez que les gens achètent vos services ou fassent partie de votre communauté, soient touchés par ce que vous faites, vous devez parler du why, du pourquoi, du pour qui vous faites les choses. Et c'est ça qui va générer une émotion. Donc, si je vous explique plus concrètement ce que c'est la vision, en fait, la vision, c'est votre volonté de faire une différence dans le monde, de contribuer en tant qu'individu et entreprise à plus large que vous-même ou que soi. C'est-à-dire, c'est votre contribution à l'environnement, à la société, à votre communauté. Puis, par votre communauté, c'est les gens qui achètent vos produits et vos services. C'est aussi une communauté. Donc, c'est vraiment votre volonté de faire une différence dans le monde. C'est la vision sociétale. C'est donc un appel intérieur qui vous pousse à vouloir faire les choses différemment aussi, à imaginer un monde de possibilités qui sont meilleures que ce qui existe actuellement. Parce qu'effectivement, si on est capable de se faire une vision, c'est parce que on se dit, mais moi, dans le futur, ce que je veux, c'est ça.
Donc, vous imaginez. La vision, elle repose sur votre capacité à imaginer les choses différemment. C'est donc votre pourquoi vous faites ce que vous faites, pour qui vous le faites. C'est souvent rattaché à une cause qui nous tient à cœur ou bien à un idéal, finalement. Stéphanie, est-ce qu'il y a, pour le moment, il y a des questions ou bien ça va? Non, ça va. Parfait. Est-ce que tu aimerais mieux qu'elle te les pose directement, s'il y en a? Oui, je veux bien parce que là, je marche sans le chat. Donc, si jamais il y a des questions, n'hésite pas. Ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Puis, je pourrais peut-être clarifier si besoin. Parfait. Pour l'instant, Ça c'est va? très clair. Parfait. Donc, c'est ce que je vous disais, la vision, elle est souvent exprimée sous la forme d'une croyance, de ce qu'on croit que devrait être le monde de demain, par exemple, de valeurs aussi. Les valeurs, c'est ce qui est important pour nous, puis on va y aller de toute façon en troisième étape, ou même d'un rêve. Okay, comme je vous l'ai expliqué, moi, j'avais ce rêve, finalement, quand j'ai parti mon entreprise, de dire, mais je rêve que tout le monde puisse contribuer pleinement à travers son travail, puis soit dans son plein potentiel. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'habite au quotidien. Cette vision-là, en fait, elle est attirante pour les clients. C'est ça qui va attirer vos clients, mais aussi qui va mobiliser vos employés. Pour celles d'entre vous qui avaient déjà une équipe, c'est ça que les employés vont choisir d'adhérer à cette vision-là, d'y contribuer et donc de rester avec vous dans l'entreprise ou bien de se joindre à votre entreprise. C'est ça qui va les attirer. Les bénéfices d'avoir une clarté sur cette vision-là, c'est je vois qu'il y a quelque chose qui pop. C'est de Oui, donner du... Laure nous demande, Oui, excuse-moi, vas-y. Laure nous demande, est-ce que c'est possible de bien distinguer la vision et la mission, s'il vous plaît? Alors, la mission, on va y aller juste après. Mais en fait, la mission, c'est qu'est-ce que vous allez faire, vous, concrètement, à travers votre entreprise pour permettre de créer cette vision-là, de rendre possible cette vision. Et je vais faire une nuance aussi, ça m'amène sur une autre nuance. C'est clair que souvent la vision, quand vous en avez entendu parler, il y a la vision de où est-ce que je veux être dans 5 ans avec mon entreprise, où est-ce que je vais être dans 3 ans. C'est très, très important, cette vision-là, c'est les objectifs concrets. Moi, il y a un autre aspect de la vision pour lequel on ne s'attarde pas, c'est la vision telle que je vous amène, c'est donc la vision de la société ou du demain que vous voulez créer. Okay, donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas avoir d'objectifs sur 3-5 ans, c'est important, mais ajoutez à cela le pourquoi. Pourquoi vous voulez atteindre ces objectifs-là? Et ce pourquoi-là, c'est par rapport au monde de demain auquel vous voulez contribuer grâce à votre entreprise. Est-ce que ça clarifie pour toi, Laure? Oui. Parfait, super. Donc, si je retourne à la vision, le bénéfice, c'est vraiment de donner du sens et donc de permettre un succès durable. Parce que notre motivation, en fait, à continuer de faire les choses, puis à rester sur ce chemin entrepreneurial qui est loin d'être facile, c'est d'être connecté à cette question du sens et du pourquoi je fais les choses. Et chaque matin, on se réveille en sachant pourquoi on le fait. Ça inspire aussi bien les clients, les partenaires également, et les employés. Et ça rend la réalisation du projet ou la croissance de votre entreprise plus joyeuse, plus fluide, plus connectée. Et c'est aussi ce que ça permet, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Parce que quand on a une vision sociétale, mais après, ça peut s'opérer de manière différente à travers une mission. Je vous donne des exemples de vision. Alors, la première, c'est celle de Walt Disney. Quand on regarde la vision de Walt Disney, la façon dont il l'exprime, c'est tout simplement de rendre les gens heureux. C'est ça leur vision, to make people happy. Parce que Walt Disney, lui, il croyait finalement que tout le monde, même enfant ou pas d'ailleurs, a le droit d'être heureux. C'est ça la vision de Walt Disney. Quand on regarde IKEA, eux, ce qu'ils mettent, c'est « At IKEA, our vision is to create a better everyday life for the many people ». Donc, dans cette vision-là, on n'est pas du tout sur ce qu'ils font, puis sur des objectifs tangibles. On est vraiment sur, eux, ce qu'ils veulent, c'est que la vie des gens soit plus simple au quotidien. C'est ce rêve-là, c'est cette image qu'ils se sont mis dans leur tête et puis à laquelle ils vont contribuer. Toms, donc c'est les chaussures qui marchent sur un modèle d'affaires one for one, donc une paire de souliers achetés, une paire de souliers donnés à des enfants dans le besoin, principalement en Amérique latine, qui a été créé par Blake Mycoskie. Lui, sa vision, c'était clairement de dire tout enfant qui va à l'école, parce que c'était surtout ça le point de départ, doit avoir accès à une paire de souliers. Parce que Blake Mycoskie, il était en voyage
en Amérique du Sud, puis il s'est rendu compte lors de ce voyage-là que les enfants parcouraient des kilomètres et des kilomètres pieds nus dans les montagnes, dans les chemins escarpés des montagnes, pour aller à l'école. Et là, il y a eu un sentiment de révolte en fait pour lui, et de se dire mais c'est pas normal que des enfants souffrent chaque jour pour aller à l'école. Et donc il a créé Tums pour répondre à ça et pour avoir basé sur une vision de tout enfant devrait avoir des chaussures. Donc la vision, si je vous mets un mot qui résume ça, c'est vraiment la question du sens. Les questions, je vous les mets là, puis je vais envoyer à Stéphanie, à la suite du webinaire, un cahier d'exploration. Donc, vous aurez toutes ces questions-là dans un cahier que vous pourrez imprimer, puis sur lequel vous pourrez prendre des notes. Mais je vous les lis ici pour le bénéfice de toutes. Les questions d'approfondissement, puis ça peut être des questions très philosophiques, mais vous laisserez venir ce qui monte. Okay, des fois, elles se ressemblent, il y a des petites nuances, et c'est normal. Il va peut-être y avoir des choses qui se recoupent. C'est là où il y a les petits bijoux et les joyaux par rapport à la vision. Première question sur laquelle vous allez réfléchir, c'est finalement, quelle est la différence que vous aimeriez faire autour de vous pour vos clients, peut-être votre auditoire si vous êtes plus dans le domaine culturel, votre communauté ou même à plus grande échelle. Quand on est dans l'entrepreneuriat social, notamment, on est vraiment sur une différence à plus large échelle souvent. Qu'est-ce que vous voulez voir davantage ou moins dans le monde? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, des choses que vous aimez mais vous voudriez voir encore plus, ou bien quelles sont les choses qui vous révoltent et que vous voudriez voir moins? Qu'est-ce que vous voulez rendre possible pour vos clients, vos publics, la société? Et là, la question vraiment beaucoup plus large, c'est à quel monde vous voulez appartenir? Je vous l'ai dit, on est de l'ordre du philosophique et c'est normal. Ça va peut-être vous étonner au départ, ce type de questions, mais osez explorer. Ensuite, une fois que vous aurez fait vos réflexions, le point de départ pour écrire une vision, ça peut être ça. Ça peut être notre vision et celle d'un monde où. Puis là, vous compléterez. Nous croyons qu'un jour, 3 petits points. Et si? Donc, par exemple, si je reprends Tums, et si tous les enfants avaient des chaussures pour aller à l'école? Et là, quand on est dans cette phrase-là, on s'imagine plein de possibilités. D'un coup, notre cerveau voit les choses différemment. D'accord? Donc, c'est des points de départ. Vous pourrez les écrire différemment, mais je vous invite à peut-être partir de ça. Avant d'aller dans mission, est-ce qu'on a une question? Je vois qu'il y a un troisième, quelque chose qui a popé, mais je n'arrive pas à l'ouvrir quand je suis en partage d'écran. Stéphanie? Non? Bon. Oui, non, Sabine disait super le cahier. Parfait, merci. Donc maintenant, la mission. Je pense que c'est toi, Laure, qui demandait donc quelle est la différence entre la vision et la mission. On rentre dans le cœur de la mission. Zig Ziglar disait « Les gens exceptionnels ont une chose en commun, un sens absolu de la mission ». Donc, je suis sûre que vous êtes déjà exceptionnel, vous allez l'être encore plus. Donc, ce que je disais tout à l'heure, la mission, c'est vraiment la contribution concrète à la réalisation de la vision. Donc, vous, à travers votre entreprise, qu'est-ce que concrètement vous faites qui permet de réaliser le rêve ou la vision que vous avez établie, okay? C'est donc ce que vous allez offrir à vos clients, à votre audience et à votre partenaire. D'accord? Donc là, on va rentrer de manière plus pragmatique dans les services, en quelque sorte, la proposition de valeur, les services et les produits que vous allez proposer. Cette mission-là, elle repose sur vos talents et donc est unique à chaque organisme, entreprise ou entrepreneur. D'accord? Elle repose sur vos capacités que vous avez et que vous mettez à contribution pour créer de la valeur pour vos clients. Et la mission, elle parle aussi davantage aux employés parce que là, ça leur permet de se dire « Ok, moi, concrètement, tous les jours, dans mon travail, c'est ça que je fais. » Elle répond donc à 3 questions. Ce que vous faites, pour qui vous le faites et comment vous le faites. Quand on est clair sur la mission, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de responsabiliser en nous mettant dans l'action. Parce que si on restait uniquement dans la vision, on est dans l'ordre du rêve, on est dans l'ordre de l'idéalisation en quelque sorte, mais on pourrait y rester longtemps, puis il n'y a rien qui changerait dans le quotidien. La mission, elle nous dit, ok, nous maintenant, c'est ça qu'on fait. Et c'est l'action qu'on va poser. D'accord? C'est ce qui aussi crée motivation et engagement, parce que ça prend la vision, mais aussi il faut sentir qu'au quotidien, on met notre énergie à quelque chose qui apporte, qui fait une différence.
Et ça nous donne le sentiment d'être à la bonne place et de garder le focus. Surtout, c'est ça, c'est cette notion de garder le focus. En tant qu'entrepreneur, je présuppose que vous êtes des femmes assez créatives qui avaient plein d'idées. Mais là, quand on sera... Et puis, quand on se ramène à la mission, on se dit, bon, bah, ok, est-ce que c'est dans notre champ de compétences? Est-ce que ça sert les clients qu'on a actuellement et qu'on veut servir? Donc, ça nous permet de aussi égrener, en quelque sorte, les idées et de garder le focus sur ce qui vraiment est au cœur de notre mission. Donc, la mission, c'est vraiment la contribution concrète que vous faites. Les questions sur lesquelles vous allez pouvoir cheminer, c'est que faites-vous et quelle est votre contribution unique à la réalisation de votre vision? Vous pourrez les faire dans le désordre, là, les questions, si jamais vous voulez. Quel talent, capacité et action concrète vous aident à atteindre votre vision? Donc là, vous allez vous poser, c'est quoi mes talents? C'est quoi mes capacités? C'est quoi les actions que je pose? Qui servez-vous? Donc, qui sont vos clients? Et aussi, je vous amène à réfléchir à cette question-là. Pour qui êtes-vous fait? Mais surtout, pour qui n'êtes-vous pas fait? C'est intéressant aussi, on a tendance à se poser la question d'entrepreneuriat de c'est qui nos clients, mais je vous inviterai aussi à vous dire c'est qui sont mes non-clients. Soit parce que vous ne connectez pas avec cette cible, soit parce que vous savez que vous n'apportez pas la valeur dont ils ont besoin, etc. Mais posez-vous cette question-là. D'accord ? Surtout en phase de croissance, les entrepreneurs avec lesquels on travaille beaucoup, en phase de croissance, il y a souvent cette question d'écrémer aussi, de dire, OK, eux, ce type de clientèle-là, on ne les veut plus pour X, Y raison, mais c'est important de faire des choix. D'accord ? Et finalement, la dernière question, quels résultats, changements permettez-vous? Que ressentent vos clients ou votre communauté lorsqu'ils sont en contact de votre art, de vos produits, de vos services? Donc ça, c'est vraiment les questions pour la mission. Et ensuite, une fois que vous aurez réfléchi à ces questions-là, vous allez essayer donc d'écrire un énoncé de mission. Peut-être que vous en avez déjà un, peut-être que vous allez vous rendre compte à travers l'exploration que cet énoncé-là n'a pas besoin de changer. Si jamais vous voulez le faire évoluer, je vous propose de l'écrire de manière toute simple en commençant par « Notre mission est de », puis là, vous notez ce que vous offrez, à, là, vous précisez à qui vous offrez ça, pour ce que vous allez leur permettre. Donc, par exemple, notre mission est d'offrir de la formation de haute qualité aux femmes entrepreneurs en croissance pour qu'elles puissent traverser la crise du Covid avec plus de facilité. Par exemple, là, je vous fais une mission. D'accord ? C'est sûr que pour vous, ça va être différent, mais je vous fais un exemple. Si on regarde maintenant les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure sur la vision, Walt Disney, donc eux, la vision, c'était to make people happy. Leur mission, on pourrait dire, notre mission est de, alors là, ils ont beaucoup de services, mais de créer des films et des lieux qui rendent les gens heureux, qui les font reconnecter à leur enfant intérieur. Donc, ça peut être les adultes et les enfants, et pourquoi? Pour les faire reconnecter à leur enfant intérieur. D'accord ? Donc, si je répète, Walt Disney, ça pourrait être notre mission est de créer des films, des environnements, des lieux magiques pour que enfants et adultes reconnectent avec leur enfant intérieur. Voilà. Et là, on est sur une mission. Si on regarde IKEA maintenant. Donc, je vous avais lu la première partie du paragraphe dans la présentation, c'est donc la vision. At IKEA, our vision is to create a better everyday life for the many people. Our business idea supports this vision by offering a wide range of well-designed, functional home furnishing products at prices so low that as many people as possible will be able to afford them. Donc là, leur mission, eux, c'est vraiment d'offrir un large éventail de mobilier bien designé à des prix abordables pour que le plus grand nombre de personnes puissent se les procurer. D'accord ? Donc, on est vraiment dans le concret. TOMS, donc je vous l'ai dit, la vision, en fait, on peut la présupposer. Sur leur site internet, elle n'est pas énoncée de façon très simple, donc c'est pour ça que je vous l'énonce à l'oral. Son TOMS, mettons que la vision, ce serait que tous les enfants puissent avoir des chaussures pour aller à l'école. C'est ça, cette vision-là. Ça a évolué à travers le temps avec maintenant d'autres produits, mais le départ, c'était ça. La mission, c'est donc de dire, notre mission est de fabriquer des chaussures ou d'avoir un modèle, de fabriquer des chaussures que lorsque vous achetez une paire, nous en offrons une autre.
Et donc, la personne qui achète, elle contribue à l'épanouissement d'un enfant. D'accord? Donc, on a aussi, en tant qu'acheteur de Toms, on se rattache à cette cause-là. OK? Question? Non? Parfait. Maintenant, les valeurs. Les valeurs, là, c'est vraiment, puis je vous l'ai dit, déjà dans la vision, on a souvent on va énoncer notre vision en mettant de l'avant nos valeurs. Donc, Einstein disait, n'essayez pas de devenir un homme de succès, essayez de devenir un homme de valeur. Les valeurs, c'est ça qui sont nos sources de motivation profonde et qui guident nos comportements, nos choix d'action et nos stratégies. C'est-à-dire, c'est que une valeur, ça pourrait s'énoncer par exemple la valeur du respect, la valeur de la performance, la valeur de la bienveillance. C'est des mots en fait qui justifient pourquoi on pose telles actions ou tels comportements. Si par exemple j'ai la valeur de performance, peut-être que dans mes stratégies d'entreprise, je vais décider d'investir massivement. Je donne un exemple, je vais décider d'investir massivement dans de la pub en ligne, puis de traquer de manière très précise chacun de mes retours sur investissement, etc. Okay. Pour quelqu'un qui va avoir une valeur de connexion, par exemple, peut-être que la stratégie pour faire du développement d'affaires va être d'aller envoyer des emails personnalisés à des gens avec qui on a déjà connecté, ou bien d'aller à des événements de plus petite taille où justement une connexion d'humain à humain va être davantage possible. Par exemple. Donc, vous voyez, le fait d'avoir déjà deux valeurs qui sont différentes, ça donne des choix, ou en tout cas, on va regarder une direction différente dans ce qu'on va mettre en place comme stratégie. Donc, le fait de connaître nos valeurs fondamentales, c'est ça qui va vous permettre de rester aligné sur ce qui est important pour vous, tout en atteignant vos objectifs. Et aussi d'être intègre avec vous-même. Souvent, encore une fois, je présuppose, puis peut-être qu'on pourra s'en parler dans la période de questions, mais souvent, en entrepreneuriat, à travers l'entreprise, quand on pose des actions qui sont et puis de manière aussi plus largement dans le développement humain, mais quand on pose des actions qui sont en désaccord avec nos valeurs, par la suite, on va sentir soit une sorte de sentiment de culpabilité, parfois de honte. Ça, ces sentiments-là, on les a parce qu'on sait qu'on a posé une action qui n'était pas juste avec ce qui était important pour nous, avec nos fondamentaux. D'accord ? Et dans le quotidien, dans les stratégies, etc., c'est souvent qu'on peut effectivement être débalancé par rapport à ça. D'où l'importance d'être très très clair sur ces valeurs-là. Et pareil pour celles d'entre vous qui ont des équipes, les comportements d'équipe ou les comportements attendus par rapport à vos employés vont reposer sur des valeurs. Donc il faut définir les valeurs, mais après il faut dire concrètement ça se traduit comment en termes de comportement. Donc le plus gros défi par rapport aux valeurs, c'est d'agir en accord avec celles-ci et créer une culture d'entreprise qui est alignée sur elles. Parce que des fois, en fait, quand on est très clair sur nos valeurs, des fois, on se dit « Ah ouais, ça, si j'étais pas claire sur ma valeur, j'aurais peut-être pris cette direction-là. Elle peut sembler plus facile, mais maintenant que je suis très intègre avec mes valeurs, je vais prendre cette direction-là. Peut-être que c'est un peu plus difficile, mais au moins, je sais que c'est en accord avec qui je suis. » D'accord ? Donc ça, c'est un défi. Et c'est ce que je vous disais, souvent, ce qui se passe dans les entreprises, en général, c'est quand elles sont de plus grande taille, mais ce qui se passe, c'est qu'on va avoir des valeurs qui sont mises sur des murs. Et puis, après, quand on regarde dans le quotidien de l'entreprise, elles sont complètement désincarnées. D'où l'importance, ces valeurs-là, de se dire, OK, maintenant que je sais que moi, la valeur de respect ou la valeur de connexion ou la valeur de performance est importante, ça veut dire quoi en termes de comportement ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qui est tolérable et qu'est-ce qui n'est pas tolérable ? Donc, quand on est clair sur ces valeurs-là, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet de créer une culture d'entreprise qui est forte parce qu'on a traduit ces valeurs en comportement. Ça va permettre aussi de choisir les bons partenaires pour vous. Parce que si vous êtes clair sur vos valeurs, ça veut dire que vous allez aussi vouloir que des partenaires avec lesquels vous collaborez respectent ces valeurs-là.
D'accord? Et c'est souvent ça aussi, quand on voit des conflits, soit d'équipes ou de partenaires au sein de l'entreprise ou des partenaires externes, quand il y a des conflits, souvent c'est parce qu'on n'a pas pris le temps, dans un premier temps, de valider est-ce qu'on est en accord sur la vision et les valeurs? D'accord? Est-ce qu'il y a un accord à ce niveau-là? Est-ce qu'on s'entend? Puis quand on regarde après les conflits, c'est que probablement parce qu'il y avait vraiment une divergence sur les valeurs. Ça facilite la prise de décision. Hein, donc ça, c'est ce que je vous disais. Quand on sait nos valeurs, ben, on va savoir telle stratégie, est-ce qu'elle est en accord, oui ou non. Donc il faut se ramener à ça, d'accord, pour décider la stratégie qui est en accord avec ce qu'on souhaite. Et c'est ça qui va inspirer finalement la confiance de l'ensemble de votre écosystème et qui va vous permettre d'agir avec intégrité. Aujourd'hui, on le voit, hein, les citoyens, ou en tout cas les consommateurs, la notion de confiance par rapport à l'entreprise est fondamentale. Et on le sait, quand on est averti, maintenant on est aguerri dans repérer finalement l'inauthenticité, j'ai envie de dire, ou le manque d'intégrité, on le voit. Donc plus vous allez agir en accord avec ça, avec vos valeurs, plus là vous allez avoir confiance et repérer comme quelqu'un d'intègre par votre marché. Donc là, les valeurs, en fait, c'est vraiment tout ce qu'on va relier à l'authenticité et à l'intégrité. Ce que je vous propose comme exercice pour réfléchir à vos valeurs, c'est que dans le cahier, vous allez voir que je vais vous demander de réfléchir à un moment personnel qui était positif pour vous. Puis de vous regarder, ce moment-là personnel, il était positif, pourquoi? Quelles étaient les valeurs qui étaient présentes dans cet événement-là? Ensuite, je vais vous demander de regarder un moment personnel qui était peut-être plus négatif, puis de regarder qu'est-ce qui manquait, quelles étaient les valeurs qui étaient absentes, ou bien quelles étaient les valeurs avec lesquelles vous êtes en contradiction, qui étaient présentes. Je vais vous donner un exemple après vous avoir expliqué ça. Puis après, vous allez faire le même exercice pour un moment professionnel positif. Quelles étaient les valeurs présentes? Qu'est-ce qui a fait que ce moment était positif? Ou un moment professionnel, excusez-moi, il y a une coquille. Donc le deuxième, c'est moment professionnel négatif. Et quelles étaient les valeurs absentes? Je vous donne un exemple. Si moi, je pense à un moment professionnel positif, ça pourrait être, qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme exemple? Ce matin, tiens, j'avais un appel avec l'équipe du certificat à HEC Montréal où j'enseigne. Et donc, on était tous sur cet appel-là, toute l'équipe du certificat. Pour moi, c'était un moment fondamentalement positif. Pourquoi? Parce que c'était un moment où on a pu être vraiment dans la connexion, voir comment tout le monde allait dans le certificat, où la collaboration était là. On était vraiment dans une volonté d'entraide parce que chacun, on se disait comment on va enseigner notre cours à l'automne. Oui, à l'automne, étant donné que c'est tout à distance. Donc, il y avait vraiment l'entraide, la collaboration, la connexion qui était présente. Pour moi, c'est des valeurs qui sont extrêmement importantes. Si je prends un moment, je vais prendre personnel, voilà, négatif. Hier soir, ma fille, après avoir accepté de regarder la télé, je lui avais dit on regarde juste un épisode à la télé. Ma fille fait une crise parce qu'elle ne veut pas éteindre la télé. Et ça, pour moi, là, les valeurs qui étaient vraiment, enfin, pourquoi c'était un moment négatif, c'est que la crise, les frustrations, etc. Les valeurs qui étaient présentes, c'était le non-respect, selon moi, puisque ma fille m'a manqué de respect. Donc, la valeur qui était absente, c'était le respect. Vous voyez ce que je veux dire? La valeur positive que j'aurais aimé avoir, et qui n'était pas là dans cette situation-là, c'était la notion de respect. D'accord? Et de bienveillance de sa part. Après, moi aussi, je suis tombée des fois dans la frustration et donc dans la non-bienveillance, mais la bienveillance, qui est une valeur importante pour moi, n'était pas là. D'accord? Une fois que vous allez avoir fait cette réflexion sur ces 4 moments-là, vous allez voir, alors déjà, il y a 2 choses qui peuvent être intéressantes à observer. Est-ce que vos valeurs dans votre vie personnelle et votre vie professionnelle sont similaires? En général, pour les entrepreneurs, ce qu'on observe, c'est qu'il y a vraiment une congruence entre les valeurs qu'on veut avoir dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle. Quand on est avec des gens qui ne sont pas entrepreneurs, des fois, il y a une dichotomie. Donc, ou en tout cas, dans l'échelle d'importance, elles sont différentes. Et vous observez ça. Fort à parier quand même que vous allez voir que l'échelle d'importance va être la même, aussi bien dans le personnel que dans le professionnel. Et donc, ça va mettre en lumière vos 3 ou 4 valeurs fondamentales les plus importantes. D'accord? Donc, ça va être celles qui ressortent de ces 4 expériences-là ou qui se recoupent. C'est vos valeurs fondamentales. Je vous invite à regarder peut-être 3, maximum 4. D'accord? Ensuite, à la lumière de ça, vous verrez, c'est tout dans le cahier. J'aimerais ça que vous preniez chacune des valeurs
Et puis, vous vous posiez la question. Aujourd'hui, mettons que la valeur bienveillance ressort de votre cahier. Posez-vous la question, dans mon entreprise, et moi en tant que leader, vous pourriez même le faire dans votre vie personnelle si vous avez envie, posez-vous la question, qu'est-ce que je devrais faire davantage pour mieux incarner cette valeur? Donc, qu'est-ce que vous faites déjà, mais que vous pourriez amplifier, qui est vraiment en accord avec cette valeur-là? D'accord? Ensuite, posez-vous la question, à la lumière de la valeur bienveillance, qu'est-ce que je devrais arrêter de faire en ce moment qui va à l'encontre de cette valeur? Parce que c'est certain qu'on fait tous des choses qui sont incongruentes de temps en temps. C'est normal. D'accord? Donc, dites-vous, qu'est-ce qu'on arrête de faire? Plutôt que de vouloir en faire toujours plus, il faut en enlever aussi. C'est ça qui va donner de l'espace pour les nouvelles choses positives. Et finalement, que devrais-je ou que devrions-nous finalement commencer à faire pour être plus en adéquation, d'accord, avec cette valeur-là? Donc là, ça peut être des choses qui vous ont inspiré chez d'autres par rapport à la notion de bienveillance, par exemple. Donc, des choses que vous avez vues chez d'autres où vous vous dites depuis longtemps, faudrait donc que je fasse ça. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous voudriez continuer, arrêter, commencer à faire?